Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Hugo Plancher, j'ai 30 ans et je suis maire d'une commune rurale du Loiret depuis 2020. J'ai toujours été intrigué par ces citoyens qui choisissent de consacrer une partie de leur vie à servir leur pays en s'engageant dans la vie publique. C'est pourquoi j'ai décidé de leur donner la parole, sans distinction politique et en toute impartialité. Peu importe leurs idées, peu importe leur parti, ce qui compte, c'est leur parcours et leur engagement quotidien pour servir notre pays. À travers des témoignages variés, j'ai découvert des hommes et des femmes au parcours inspirant, qui m'ont parfois motivé à m'engager. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast d'interviews politiques, pour partager ces histoires inspirantes avec vous. Nous allons explorer les motivations et les parcours qui ont poussé ces individus à s'engager pour l'intérêt général, dans l'espoir que leurs histoires vous inspireront également et vous inciteront à vous engager pour faire vivre notre démocratie. Comment passe-t-on de citoyens convaincus à élus engagés ? Qu'est-ce qui motive ces hommes et ces femmes à servir leur pays ? Quelles expériences ont-ils à partager ? Nous allons tenter de répondre à ces questions ensemble, au plus proche de nos invités. Bonjour Francis Kamal. Bonjour Hugo. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast S'engager, qui donne la parole à ceux qui œuvrent chaque jour pour l'intérêt général. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour retracer ensemble ton parcours. Après un engagement associatif puis municipal, en 2020, tu es devenu maire de Gien, sous-préfecture du Loiret, puis conseiller départemental du même canton l'année suivante. Il est important de préciser à nos auditeurs que nous nous côtoyons dans le cadre de nos fonctions respectives, puisque, je le rappelle, je suis maire d'une commune du département du Loiret. Francis, je te laisse maintenant la parole pour te présenter brièvement à nos auditeurs. Merci Hugo. Donc Francis Kamal, j'ai 51 ans dans une semaine. Je suis marié, j'ai 2 enfants, un de 20 ans et un de 18 ans. Et mon parcours est assez atypique puisque je n'ai pas fait d'études. J'ai eu la chance d'avoir un parcours de sportif et qui m'a conduit à passer, après ma carrière de compétiteur, de passer des diplômes dans l'enseignement et plus spécifiquement dans le judo. Et puis j'ai eu l'opportunité de prendre des fonctions d'éducateur sportif au sein de la mairie de Gien dans les années 90. Après avoir passé quelques concours, j'ai pris la direction d'un service des sports dans le département de la Sarthe, à La Flèche précisément. Et puis en 2002, j'ai rejoint Montargis en tant que directeur des sports. Donc jusqu'en 2010 à peu près, date à laquelle j'ai occupé les fonctions de directeur général adjoint des services et pour terminer directeur général des services entre 2017 et 2020. Mais en parallèle de ça, j'ai toujours eu un engagement associatif, un engagement pour les autres, à commencer par le tissu associatif sportif, puis plutôt tissu associatif loisir avec le comité des fêtes de Gien ou l'association Chansons de ma ville. Et puis toujours à la recherche d'organiser, de contribuer au bien-être des concitoyens. Je me suis engagé à Nogent-sur-Vernisson en 2008. J'ai été élu adjoint au maire de l'époque, Monique Piot, de 2008 à 2014. Et puis en 2014, nous avons été élus à Gien avec Christian Boulot, qui est devenu maire, et j'ai été pendant un mandat son premier adjoint. Et puis 2020, ça a été une année un peu charnière puisque je me suis présenté aux élections municipales de Gien, élections que nous avons remportées. J'ai pris ensuite la présidence de la communauté des communes giennoises et puis en 2021, j'ai été élu conseiller départemental et Marc Godet, président du conseil du département, m'a confié une vice-présidence et je suis donc vice-président en charge des sports au conseil départemental du Loiret. Très bien, merci pour ta présentation. Je voudrais revenir justement sur ta première expérience politique. Tu l'as dit, tu as commencé en tant que conseiller municipal à Nogent-sur-Vernisson. Comment tu es passé d'un engagement associatif à un engagement politique ?
En fait, l'engagement associatif est très proche de l'engagement politique, puisque l'objectif, c'est de servir, c'est de s'investir pour les autres, de s'engager pour les autres. Et donc, le parallèle est assez proche. Et lorsque j'ai intégré la mairie de Nogent-sur-Vernisson, c'était suite à quelques années au sein de l'association des parents d'élèves des écoles de Nogent et le maire de l'époque, Monique Piot, au vu de mon engagement associatif, a considéré que je pouvais apporter et mon expérience et peut-être mon dynamisme donc à la commune. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai démarré ma vie publique et ma vie politique. Finalement, c'est quelque chose qui commence un petit peu par hasard, comme beaucoup. Est-ce que tu avais déjà un intérêt pour le milieu politique? Est-ce que tu t'y intéressais? Est-ce que tu étais engagé dans un parti politique? Alors, je n'étais pas engagé dans un parti politique, mais j'ai toujours eu de l'appétence pour la vie publique, pour l'engagement. L'engagement politique est arrivé plus tard, dans les années 2010, où là, effectivement, je me suis rendu compte que voilà, je partageais un certain nombre de valeurs, d'idées avec le parti. À l'époque, c'était le parti de l'UMP, jusqu'en 2017. Et puis en 2017, bon, il y a eu une vraie fracture politique puisque je soutenais le candidat François Fillon à l'élection présidentielle et voilà, il y a eu cette affaire qu'on a appelée affaire Fillon qui m'a un peu éloigné de la politique au sens politique du terme et je n'ai pas repris de carte ni d'engagement politique depuis cette date. Pour autant, je reste profondément attaché à des valeurs qui sont aujourd'hui assez bien portées par les centristes, par l'UDI notamment. Et donc voilà, je ne sais pas ce que je ferai dans les prochains mois ou les prochaines années, mais en tout cas, voilà, c'est un parti qui me correspond un peu mieux. Cette première expérience de conseiller municipal, qu'est-ce qu'elle t'a appris pour la suite de ton parcours? Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris notamment que l'engagement au service de la population, c'était quelque chose de difficile, de complexe, de chronophage. On s'aperçoit que les gens sont particulièrement exigeants, sont en attente, sont parfois même impatients. Mais ça a aussi une autre vertu, celle de l'humilité, puisque même si on a envie de bien faire, de faire beaucoup, voire de tout faire, eh bien on s'aperçoit assez rapidement que ce n'est pas possible. Donc il faut faire des choix, il faut prendre des décisions, il faut savoir dire non parfois. Et donc voilà, ça construit un homme, la vie publique, la vie politique. À la suite de cet engagement, donc tu es devenu premier adjoint, si je me trompe, au maire de Gien. Tu as changé à la fois de ville et à la fois de fonction. Comment ça s'est matérialisé? Comment tu as fait cette transition? En fin de mandat à Nogent-sur-Vernisson, moi qui suis originaire de Gien, on avait décidé avec Christian Boulot à l'époque de construire une liste dans la perspective des élections de 2014. Donc on a construit cette liste. J'ai été le directeur de campagne de Christian Boulot pour ces élections. Et puis lorsque nous avons été élus, Christian Boulot m'a proposé d'occuper les fonctions de premier adjoint. Je l'ai accepté bien entendu puisque encore une fois animé par l'envie de m'engager, l'envie de faire pour les autres était particulièrement présent chez moi. Donc voilà, j'ai accepté cette fonction. C'est une fonction très enrichissante. J'ai pris du plaisir à occuper cette fonction. Malheureusement, ça s'est un peu moins bien terminé pour des raisons de divergence. Et donc, à l'issue du mandat, nous avions décidé avec Christian Boulot qu'il ne se représentait pas et que je serais le candidat entre guillemets naturel. Ça s'est pas passé comme ça. Donc on s'est affronté malheureusement en 2020
lors des dernières élections municipales. Tu es passé d'une ville de Nogent-sur-Vernisson, c'est quoi, 3000 3000. habitants à peu près, à Gien qui représente 14. 14 000 habitants. Quelle différence tu as pu percevoir dans ton quotidien? Alors la différence majeure, c'est la proximité avec la population. Lorsque j'étais élu à Nogent-sur-Vernisson, j'étais constamment sollicité par les habitants quand j'allais chercher mes enfants à l'école, quand j'allais chercher mon pain, quand j'allais chercher. Donc les gens sont beaucoup plus proches de l'élu et moi je l'ai vécu à ce moment-là. À Gien, il y a un petit peu plus de distance, même si je reste, moi, et c'est ma façon de fonctionner, c'est mon naturel, je reste assez proche des gens. Pour autant, voilà, il y a une certaine distance qui s'établit entre la population et le maire. Voilà, c'est la principale, je dirais, différence. Mais il y a beaucoup de similitudes, hein, et je crois que qu'on soit maire d'une commune à faible population ou maire d'une ville moyenne, je crois pas qu'il y ait énormément de différence. L'engagement, l'implication est le même. J'aurais même tendance à dire qu'il est plus difficile d'être élu, voire maire d'une commune à faible population que maire d'une ville moyenne ou d'une grande ville, parce que quand on est maire d'une petite commune, on fait tout. Lorsqu'on est maire d'une commune moyenne, il y a des services, il y a voilà, il y a un soutien qui est beaucoup plus important et qui permet d'accomplir sa fonction de façon plus confortable entre guillemets. Tu l'as précisé tout à l'heure, donc en 2020, tu as décidé de te présenter pour devenir cette fois-ci maire et de présenter ta propre liste en étant tête de liste. Comment ça s'est matérialisé? À quel moment tu as pris la décision et comment s'est passé au départ l'installation de ton conseil municipal? Alors, cette décision, elle avait été prise bien avant, puisque avec le maire sortant, Christian Boulou, nous avions convenu à l'époque qu'il ne souhaitait pas refaire de deuxième mandat et qu'il souhaitait que je lui succède, en tout cas que je porte une liste en 2020. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Il a souhaité revenir sur sa décision. Moi, je m'étais préparé à porter une liste et donc j'avais aussi très envie de le faire puisque voilà, et on est quand on est aux affaires, c'est pas pareil que quand on est adjoint. On est un peu tenu, hein, ce qui est normal, hein, par le maire. Lorsqu'on est maire, on a les mains un peu plus libres et c'est ce que je recherchais. Donc voilà, j'ai annoncé ma candidature un peu plus d'un an avant les élections. Et puis Christian Boulou a annoncé sa candidature 6 mois avant les élections. Et donc on a fait campagne et nous avons été élus dans un contexte particulier, hein, puisque c'était juste avant le Covid. Donc on a eu la chance d'avoir été élus dès le premier tour, mais avec la frustration aussi de ne pas être aux affaires au lendemain de l'élection, puisqu'il a fallu attendre 2 mois en raison, exactement, en raison du confinement. Donc voilà, pendant 2 mois, on était un peu à l'écart, ce qui était assez étrange. Mais voilà, ça a été une très belle aventure avec une équipe sensationnelle. On a vraiment mené une très très belle campagne. Moi, j'en suis vraiment très très satisfait. Je regrette seulement que les choses se soient passées ainsi. Mais bon, voilà, on ne fait pas d'histoire. On a été élus, donc à nous maintenant de répondre aux attentes de la population et de respecter notre engagement. À la suite de cette victoire au municipal, l'année suivante, en 2021, tu te présentes cette fois-ci pour devenir conseiller départemental du canton avec Aude Denisot, qui est devenue ta binôme, que j'ai interviewé très récemment. À quel moment tu t'es dit que tu allais devenir conseiller départemental? Pourquoi avoir voulu rajouter cet engagement? Pour moi, le conseil départemental, c'est une collectivité de proximité, à l'instar de la commune, voire de la communauté de communes que je préside également. Et j'avais du mal à imaginer que le maire de la commune la plus importante du canton ne soit pas conseiller départemental. Alors, bien sûr, j'avais la possibilité de confier
cette candidature à un membre de mon conseil municipal. Or, on n'avait pas de candidat, je dirais, suffisamment aguerri pour faire campagne. Et puis, il n'y avait pas non plus la volonté au sein de mon équipe. Et moi, je considère que le département est un partenaire, est un acteur incontournable pour des villes comme les nôtres. Donc voilà, j'ai pas réfléchi beaucoup avant de me lancer dans cette nouvelle élection. Et j'ai rencontré Aude Denisot que je ne connaissais pas, et qui me paraissait être une candidate au profil intéressant, puisque on est très complémentaires. Aude est dans l'enseignement, Aude n'a pas d'engagement politique, mais elle a elle aussi de l'appétence pour la chose publique. Elle a de l'appétence pour pour les gens, tout simplement. Et donc voilà, c'est tout naturellement qu'on s'est rapprochés l'un de l'autre, et nous avons été élus, et nous faisons, je pense, un bon travail sur le canton. En tout cas, on essaie d'être complémentaires et de répondre présent à chaque sollicitation des élus du canton de Gien. Tu l'as précisé tout à l'heure, tu as été élu donc au premier tour en 2020 à la mairie de Gien, puis l'année donc suivante en tant que conseiller départemental, là aussi assez largement. Comment on fait pour réussir à garder les pieds sur terre quand en un an d'intervalle, l'engagement s'accélère comme ça? Quelle est ta façon justement de garder les pieds sur terre? Moi, je puise cette force de mon histoire et de mon passé. Je sais d'où je viens. Moi, je viens d'un milieu très très modeste. J'ai grandi dans un quartier prioritaire. J'ai fait beaucoup de sport, et le sport m'a construit, m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Et donc, à chaque fois que je suis amené à prendre une décision importante ou un engagement, je pense à mon histoire. Moi, voilà, j'ai perdu mon père très très jeune, j'ai perdu mon petit frère aussi très jeune. Donc je me suis retrouvé assez vite seul, et donc voilà, j'ai pas une espèce de revanche à prendre sur la vie, mais en tout cas j'ai ce besoin de donner, j'ai ce besoin de m'engager, j'ai ce besoin de m'investir, et de le faire. Alors même si ça peut paraître convenu ce que je vais dire, mais de le faire dans l'intérêt des gens, dans l'intérêt de la ville, dans l'intérêt de voilà, je suis assez, comment dirais-je, j'aime pas l'injustice, et j'essaie d'apporter, des fois, ça me coûte, mais j'essaie d'apporter un maximum de bien-être à la population, parce que j'y tiens, j'aime ça, j'aime faire plaisir aux gens, et quand je fais plaisir, je me fais plaisir. Maintenant que tu as ces deux engagements, qu'est-ce que ça représente dans ton quotidien? Comment se rythment tes journées? Et comment tu as réussi à lier tout ça? Je dois t'avouer que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si prenant, si chronophage, si stressant. Donc mes journées commencent à 8 heures ici à la mairie, et j'enchaîne les rendez-vous usagers, les réunions, que ce soit pour la communauté de communes, pour le département ou pour la ville, et donc de toute la semaine, y compris les week-ends, puisque le week-end on est en représentation, on est présent aux différentes manifestations. Mais même si c'est particulièrement éprouvant, ça reste aussi très enrichissant. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, et tant que je prends du plaisir dans ce que je fais, je continuerai. Et mon engagement, encore une fois, pour la ville, pour la communauté ou pour le département, euh, il est entier. Il est vraiment très 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 présent. J'aurais tendance à dire il est indéfectible. Je suppose que dans tes responsabilités, tu as des engagements forts. Qu'est-ce que tu portes actuellement comme projet? Qu'est-ce qui te tient à cœur? On a des projets structurants à conduire pour la ville et pour la communauté, euh, comme le stade nautique de Gien, comme la rénovation du patrimoine, la maison des Alix, l'hôtel de ville. Nous avons également
des projets autour des loisirs, autour de la jeunesse, avec la création et l'ouverture ce jour du cinéma Le Grand Club à Gien. Nous avons également développé un programme d'équipement de proximité. Donc on a créé 3 city-stades. Et puis nous avons d'autres projets là en 3 ans qui vont se réaliser. Et puis c'est d'être à l'écoute des Giennois et essayer de leur apporter ce qui manque au territoire, voilà, de l'attractivité, de faire venir du monde, de développer le tissu économique, et puis voilà, le tout dans un contexte particulièrement contraint, mais avec cette nécessité d'essayer de réveiller notre territoire. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer pour toi et comment tu fais face aux critiques? Le plus difficile pour moi, c'est d'avoir à gérer les critiques qui sont pas fondées, qui sont pas justifiées. C'est-à-dire que quand on donne beaucoup de son temps, quand on met beaucoup d'énergie dans les projets et que on constate, on observe de ci de là des critiques qui sont très qui sont pas du tout objectives, hein, qui sont très subjectives. Ça c'est frustrant, c'est désagréable. Moi, je prends beaucoup les choses à cœur. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis coupé totalement des réseaux sociaux, parce que voilà, il y a des commentaires parfois qui ne sont absolument pas justifiés, qui viennent de gens qui ne sont pas du tout concernés. Et comme je fais les choses vraiment avec beaucoup d'engagement et avec mon cœur, ben voilà, je suis très affecté par ces critiques, et donc voilà, c'est ça le plus. Tu préfères te focaliser sur la tâche. Je préfère me focaliser sur la tâche, je préfère faire vraiment, et puis voilà, j'ai la chance d'avoir également un entourage qui me permet de le faire, hein. Mon épouse et mes enfants sont très conciliant, et je ne pourrais pas faire ça si j'avais pas un entourage voilà, aussi présent et aussi conciliant. Ça nécessite beaucoup d'organisation justement pour allier vie personnelle et engagement. Oui, et ça nécessite aussi parfois de couper et de dire bien voilà, ce week-end je le réserve à ma famille, ou cette semaine je décroche complètement et je pars avec ma femme et mes enfants passer quelques jours au vert, de laisser le téléphone de côté, de ne consulter les mails que le soir. Et ça fait du bien, ça permet de couper, parce que je pense que on devient vite esclave de sa fonction, et on n'y prend plus de plaisir, et on fait les choses par obligation, et c'est pas bon, et je veux vraiment pas tomber là-dedans. C'est la raison pour laquelle, quand je peux le faire, voilà, je prends un peu de temps pour nous. Tu l'as précisé, tu es devenu élu un petit peu par hasard en quelque sorte, sans y être réellement préparé. Aujourd'hui, tu es bien impliqué dans la vie politique. Est-ce que le monde politique est comme tu l'avais imaginé? Pas du tout. Comme tu le dis, je suis arrivé là par hasard, comme beaucoup d'entre nous, hein. Je sais que toi aussi, en ta qualité de maire, c'est une fonction qui n'était pas forcément, t'étais pas forcément destinée à occuper ces fonctions, tout comme moi. Je pense que c'est à la fois l'engagement associatif, l'engagement auprès des autres, des gens, qui nous ont conduits à ces fonctions. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était plus simple, pour employer ce terme, et je me rends compte que ça l'est pas du tout. C'est beaucoup encore une fois, c'est beaucoup d'investissement. Ça nécessite aussi beaucoup de qualité relationnelle. Ça nécessite de composer parfois. Ça nécessite également de se concerter régulièrement avec son équipe, mais aussi avec la population. Et c'est une fonction très exigeante. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi exigeante. Et puis c'est aussi une fonction qui mène parfois à la frustration, parce qu'on a cette envie de faire, on a cette envie de bien faire, et puis malheureusement on est confronté
à des paramètres qui viennent un peu parasiter, qui viennent un peu contrarier nos projets. Et on est très dépendant, en fait, on est très dépendant des autres, des partenaires, des acteurs. Hein. On a eu, toi comme moi, depuis 2020, des conjonctures très difficiles avec le contexte sanitaire, la Covid, la crise économique, la guerre en Ukraine, la raréfaction des dotations de l'État. Enfin bref, tous ces éléments rendent la tâche complexe et, et on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile hein, d'occuper les fonctions d'élus et de maires en particulier. Et puis l'autre élément qui est important aussi, c'est l'exigence et l'intolérance de la population à notre égard. On le voit, hein, beaucoup de nos collègues ont démissionné en cours de mandat, beaucoup de nos collègues sont chahutés, se font insulter, etc. Et on ne fait pas ça pour ça. Donc parfois, on se demande ce qu'on fait là. Et puis, bon, voilà, la raison l'emporte, la motivation revient et on repart. Mais ça reste malgré tout une fonction difficile. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi difficile. Je pense que parfois on peut justement injustement en vouloir à nos politiques ou à nos représentants, à nos élus. Oui, moi je pense sincèrement que le mandat de référence, c'est celui de maire. Si tu n'es pas, si tu veux occuper des fonctions plus importantes et que tu n'es pas passé par la case maire, tu peux pas comprendre la situation réelle du pays. Parce que le maire, on a pour habitude de dire que le maire, il est à portée de baffe. Et c'est vrai. C'est-à-dire que quel est l'interlocuteur le plus sollicité par la population? C'est le maire. La population ne s'adresse pas, ou très rarement, à son député, s'adresse très rarement à son préfet, et encore moins à son ministre. Voilà. Donc l'interlocuteur privilégié, celui qui est vraiment en première position, c'est le maire. Donc j'invite moi les élus nationaux à occuper cette fonction pour bien se rendre compte de la difficulté et de la situation. Parce que on s'aperçoit que certaines décisions qui sont prises par par les politiques, par le gouvernement, sont totalement déconnectées de la réalité, sont totalement déconnectées du concret. Et ça, c'est dommage parce que la vraie vie, elle se passe là, elle se passe dans nos villes, dans nos villages. C'est peut-être ça aussi qui crée un amalgame. C'est ça qui crée un amalgame et c'est ça qui crée un fossé entre certains élus nationaux et puis nous, élus locaux. Qu'est-ce qui te motive encore à continuer ton engagement? Je pense que il faut des gens comme nous, il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent, il faut des gens qui s'investissent pour les autres. On ne peut pas se résigner, même si c'est parfois très difficile, il faut poursuivre l'action. Parce que je dirais que c'est assez facile de critiquer. Moi, je dis toujours que on peut critiquer tout système, mais on ne peut le critiquer qu'à partir du moment où on s'investit, à partir du moment où on est à l'intérieur du système. Et moi, il y a plein de choses pour lesquelles je ne suis pas satisfait. Je me dis que soit je m'engage, je m'investis pour essayer de faire changer les choses, soit je ferme ma gueule. J'ai fait le choix de m'investir et je continue cet engagement parce que je considère que pour critiquer, il faut être à l'intérieur du système. Et pourquoi je continue cet engagement? Parce que je considère qu'il y a des choses à faire. Il faut se faire entendre. Peut-être qu'un jour j'en aurai marre. Je serai peut-être fatigué d'alerter et de ne pas avoir de retour. Mais aujourd'hui c'est pas le cas et d'où mon engagement auprès d'Hugues Saury et de Pauline Martin, accompagné de Valérie Martin et de Marc Godet pour les élections sénatoriales, parce que voilà, je pense qu'on a besoin de gens qui sont passés par la case maire pour essayer d'être représentatifs
de nos territoires au plus haut niveau national. Tu l'as dit brièvement, j'allais te poser justement cette question, comment est-ce que tu comptais poursuivre cet engagement dans les années à venir? C'est en l'occurrence là par les élections sénatoriales, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu vois les choses pour toi dans les années à venir? Alors, moi, j'ai pas d'ambition personnelle. J'ai envie de construire et d'apporter ma pierre à l'édifice pour le bien de nos concitoyens. J'ai eu la chance que Hugues Saury et Pauline Martin m'aient sollicité pour les accompagner dans cette aventure pour les sénatoriales. Je me rends compte aujourd'hui que localement, pour se faire entendre, il faut avoir de l'influence, il faut avoir un pied, je dirais, au niveau national. Et c'est important pour nos territoires qui sont assez éloignés de grands pôles d'attractivité, de métropoles. On a des sujets autour de la mobilité, des sujets autour de la santé, des sujets économiques qu'il faut porter au plus haut niveau national. Donc si demain j'ai l'opportunité d'occuper des fonctions de parlementaire, eh bien je pense que ce sera une bonne chose pour le territoire. Et en tout cas, je m'engagerai, je m'investirai pour que nos territoires dits plus ruraux soient entendus au plus haut niveau national. Ce podcast est aussi destiné à des personnes qui souhaitent s'engager ou en apprendre un peu plus sur l'engagement. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour mener les actions à remplir? Je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, et à commencer par les jeunes. Parce que aujourd'hui, malheureusement, on observe que beaucoup de valeurs disparaissent. Des valeurs travail, des valeurs sociétales, des valeurs de solidarité disparaissent. Et les gens sont de plus en plus consommateurs, les gens sont de plus en plus en attente de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc moi je dis toujours que il faut pas se demander ce que les autres peuvent faire pour soi, mais c'est de se demander ce que tu peux faire pour les autres. Et j'invite les jeunes à s'engager, à s'investir dans la vie publique, dans la vie associative, en tant que bénévole, voilà, pour continuer cette chaîne et faire en sorte que, eh bien, notre beau pays, si riche, plein de ressources, continue à être une référence européenne et mondiale. On a malheureusement de moins en moins de gens qui veulent s'engager pour les autres. Voilà, je voudrais pas qu'il y ait une espèce de fracture à un moment donné entre les gens qui donnent aujourd'hui et ceux qui donneront demain. Donc, et ça, on l'encourage, hein, chacun à notre niveau. Je sais que toi, tu le fais également chez toi. On essaie de le faire ici en invitant les jeunes à s'engager. On a créé un conseil municipal des jeunes ici à Gien, où les jeunes sont très actifs, s'impliquent, et on veut leur donner ce goût cette appétence pour les autres, de façon à ce qu'ils demain s'engagent pour nos concitoyens. Une dernière question pour finir, elle est très simple, c'est toujours la même, tu y as déjà partiellement répondu. Pourquoi s'engager? Pourquoi s'engager? Parce que ce que l'on vit aujourd'hui, on le doit forcément à quelqu'un. Et il faut que les gens prennent conscience que ce qu'ils feront demain, ce sera pour une génération à venir. Et ça, c'est ce que j'appelle moi des maillons de la chaîne. C'est-à-dire que il faut pas que cette chaîne elle se casse. Il faut pas qu'il y ait de rupture dans cette chaîne. Donc il faut toujours s'imaginer que si on est là, c'est grâce à quelqu'un. Si on est devenu quelqu'un, c'est forcément parce que quelqu'un a veillé sur nous à un moment donné, quelqu'un a fait des choses pour qu'on puisse bénéficier de ce qu'on a aujourd'hui. Donc pour perpétrer cela, il faut s'engager et le faire, non pas pour soi, mais le faire pour ceux qui sont derrière nous, ceux qui viennent après nous. Merci Francis Kamal. Avec plaisir, merci à toi Hugo.
Merci de nous avoir partagé ton témoignage. J'espère que cela permettra aux auditeurs de mieux comprendre les motivations de ton engagement. Pense à nous suivre sur les plateformes de podcast pour retrouver d'autres témoignages de citoyens qui s'engagent. À bientôt.